Chers disciples, bonjour. Nous allons consacrer cette séance à l'étude de l'ensemble des travaux de recherche et des opinions effectuées pour expliquer le phénomène de management. Rappelez-vous, nous avons plutôt consacré les autres séances à la pratique du management et à l'évolution du management. Donc, cette séance, nous allons traiter la doctrine managériale. Et pour commencer, on peut définir la notion ou le concept de doctrine comme un ensemble d'idées, de croyances et d'opinions d'une école. Une école de pensée dans le domaine économique, dans le domaine religieux, dans le domaine littéraire, dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique. Donc une école, c'est un ensemble d'auteurs qui, qui épousent la même idée et qui la développent. Donc, selon et en matière de management, la réflexion sur ce phénomène, à savoir le management, ils ont dominé le monde des affaires depuis longtemps. Déjà, au 19e siècle, on a commencé à réfléchir sur le management et il y a eu un certain nombre d'auteurs qui se sont distingués au cours de cette époque, comme par exemple Jean-Baptiste Say, l'économiste, Chason, Bergerie, Babbage, Ure. Donc, autant d'auteurs qui ont eu des réflexions de précurseurs. Mais les théories de management ou sur le management ont commencé véritablement vers la fin du 19e siècle avec Taylor, Fayol, Max Weber et Alfred Marshall. Rappelez-vous, dans l'introduction, nous avons traité c'est les premiers auteurs, notamment Taylor et Fayol. L'ensemble de ces auteurs sont réunis dans ce qu'on appelle des écoles. Et l'école qui a initié, si vous voulez, cette théorie de management, c'est l'école classique. Rappelez-vous, avec Taylor, et puis l'autre école qui est venue, qui est le prolongement de cette école classique, qui est l'école néoclassique. Et puis, vient l'école également des relations humaines. Après l'école de l'analyse systémique, l'école de la contingence, autant d'écoles donc qui ont marqué le management et qui ont avancé des idées aussi importantes l'une que l'autre. Commençons par l'école classique. Et le principe de base de cette école, comme d'ailleurs les autres écoles, parce que l'objectif, c'est de toutes les écoles, c'est comment apporter à
l'organisation une rationalité. Comment rendre l'organisation et l'entreprise, dans notre cas, rendre cette organisation rationnelle. La rationalité ou productivité, si vous voulez, ou efficience, est définie comme une conduite cohérente, voire optimale, par rapport au but de l'individu. Si on peut la schématiser par un indicateur, on peut dire que la rationalité, c'est le résultat divisé par les moyens engagés, qui doit être supérieur à 1. Donc en économie, la rationalité économique, c'est l'hypothèse selon laquelle les hommes cherchent à satisfaire leurs besoins en les classant par ordre de préférence. C'est-à-dire que l'homme, il a plusieurs besoins, donc sa rationalité le conduit à, étant donné que les ressources sont rares, il va faire un choix, une préférence. Quels sont les besoins qu'il va satisfaire en premier, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'homo economicus. Donc, la rationalité, c'est une conduite cohérente, voire optimale. Et optimale, c'est-à-dire l'obtention de la plus grande efficacité possible. Être optimal, c'est obtenir la plus grande efficacité possible, c'est-à-dire les résultats sur les moyens doivent être supérieurs à 1. C'est la rationalité. Donc le principe de base de cette école, comme d'ailleurs les autres écoles, c'est la rationalité de l'organisation de l'entreprise. Et dans ces conditions, pour atteindre cette rationalité, les auteurs de cette école ont établi deux ou plutôt trois modes de direction pour atteindre cette rationalité. D'abord, la direction bureaucratique, c'est-à-dire que les directives, les ordres sont formels, établis par des règles, par des procédures, par une hiérarchie et une division claire du travail. Deuxième type de direction sur laquelle se base la rationalité, selon cette école classique, c'est la direction scientifique, c'est-à-dire la meilleure façon de faire un travail. C'est ce que cette direction appelle le One Best Way. Et la troisième et dernière direction, c'est la direction administrative qui donne une importance primordiale à l'information, à la circulation, à la bonne circulation de l'information au sein de l'entreprise. Parmi les chefs de file de cette école, c'est Frédéric Winslow Taylor. Donc, cet auteur, il a appliqué le principe de rationalité à l'atelier, aux activités de production, aux activités d'exécution. Et pour cet auteur également, pour atteindre cette rationalité, il a procédé à un découpage de deux sortes. Un découpage technique et un découpage social. Donc, il y a une division technique de travail et une division sociale du travail.
La division technique, c'est elle qui découpe le travail en tâches simples. Pour atteindre la rationalité selon Taylor, il faut découper le travail en tâches simples pour que l'ouvrier l'exécute d'une façon machinale et rapide. La division sociale du travail, c'est la séparation entre ceux qui conçoivent le travail et ceux qui exécutent. C'est-à-dire que chacun n'intervient pas dans l'autre. L'un se limite à concevoir, à imaginer quel type de travail, à découper le travail. Ce sont les ingénieurs. Les autres, les exécutants, les ouvriers, doivent se limiter à exécuter le travail. Ils n'ont pas à intervenir dans la conception du travail, dans la manière de faire le travail. C'est l'exécution pure et simple. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est l'optimisation du fonctionnement de l'entreprise. Donc, pour Taylor, il faut qu'il y ait une formation adéquate des ouvriers pour améliorer la performance le découpage en tâches rend l'ouvrier et le cadre spécialistes dans leurs tâches, donc ils vont exceller dans leur travail. La séparation des fonctions ne veut pas dire une existence de lien. Bien au contraire, Taylor insiste sur la coopération étroite entre les deux entités, c'est-à-dire entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. Mais il est convaincu que la prospérité ne pourrait intervenir sans l'interdépendance, le lien entre la direction et la main-d'œuvre. Cet apport, cette approche de Taylor a été appliquée aux États-Unis, au Japon également, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et même aujourd'hui, ce concept reste encore appliqué dans les secteurs d'activité qui reposent sur la production et la qualité standardisée. Donc, c'est la quantité qui compte. Quand les produits sont standardisés, on table sur la quantité. C'est par exemple aujourd'hui dans les sociétés de confection, où il faut travailler le maximum, la quantité importante. Donc, les principes de Taylor continuent d'exister. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser le fonctionnement de l'organisation. Le deuxième, si vous voulez, chef de file également, et qui est contemporain de Taylor, c'est Fayol. Pour Fayol, et contrairement à Taylor, qui a limité la rationalité aux activités d'exécution, Fayol, lui, veut rationaliser toutes les composantes de l'entreprise et non pas uniquement la fonction de production. Ainsi, il a donné une importance particulière à la fonction administrative
Rappelez-vous ce que nous avons vu au niveau de l'introduction, que Fayol, c'est lui qui a inventé le principe de la théorie administrative, c'est-à-dire le management. Donc, selon Fayol, une bonne organisation administrative et une bonne direction nécessite d'abord l'établissement d'un plan, la mettre en place d'une structure, la progression grâce au contrôle de l'activité entre le dirigeant et la main-d'œuvre et harmoniser le travail dans différents départements de l'entreprise par la coordination. Et bien sûr, veiller au contrôle et surtout à l'efficacité des employés, de préférence par des services d'état-major. Le troisième chef de file, je dirais, membre de cette école classique, c'est Max Weber, qui a étudié surtout la rationalité de l'entreprise, mais pas au niveau de l'exécution ou au niveau de la fonction administrative, mais au niveau de l'autorité. Et pour lui, il existe trois types d'autorité au sein d'une organisation. L'autorité rationnelle légale, l'autorité rationnelle légale, c'est elle est impersonnelle dans la mesure où c'est la fonction qui est investie de l'autorité et non pas la personne qui l'occupe. C'est-à-dire qu'on dit par exemple le doyen, monsieur le doyen. Hein? On ne dit pas X ou Y, on dit monsieur le doyen. X peut partir, Y peut venir, mais toujours il y a la fonction. On dit le doyen. Le directeur général, que monsieur Zaid ou monsieur Amr qui vont venir, donc ça reste monsieur le directeur général. Donc, cette autorité est impersonnelle. Elle est également bureaucratique, car elle repose sur des fonctions définies clairement, des objectifs précis, une hiérarchie stricte et acceptée et appliquée par tous les membres de l'organisation. Et Weber considère que l'autorité rationnelle légale est la plus efficace, car les tâches sont définies par des règles écrites. La formalisation. Aussi, les liens hiérarchiques entre les supérieurs et les subordonnés sont réglementés par des procédures précises et formelles. C'est pour cela que la fonction ou l'autorité rationnelle légale est la plus efficace. Enfin,
ceci engendre la rapidité, la précision, la clarté, la discrétion, la continuité et la subordination stricte avec une unité, réduction des frictions et diminution des coûts. Donc pour lui, c'est la meilleure. Il y a aussi l'autorité traditionnelle. Et l'autorité traditionnelle, c'est le contraire de l'autorité rationnelle. Ce n'est pas la fonction qui est investie de l'autorité, mais c'est la personne qui est investie de l'autorité. C'est-à-dire, c'est le patron. Hein. On dit le hajj, le patron, il faut respecter le patron, respecter le hajj. Donc, c'est lui qui est investi de l'autorité. Hein. L'entreprise appartient à l'hajj flan. C'est lui, la société. Donc, la société, elle prend son nom. C'est pour cela que si on peut faire un lien avec les structures juridiques, on peut dire que la société en commandite simple. Par exemple, on dit l'entreprise Zayd et fils. Donc, elle prend son nom. Donc là, l'entreprise, ou plutôt l'autorité traditionnelle, elle se trouve surtout dans les sociétés familiales. Et elles se transmettent par héritage. Lorsque le hajj, le patron, décède ou démissionne, s'il ne veut plus continuer, c'est son fils qui continue. Hein. Il y a des sociétés comme ça. Hein. Par exemple, Fiat. Elle appartient toujours à une famille, depuis longtemps jusqu'à présent. Hein. Donc, l'autorité traditionnelle existe dans certaines entreprises. Donc, l'autorité traditionnelle, elle continue d'exister, et là où le patronage remplace l'héritage. Dans les cultures d'entreprise qui refusent toute critique à l'organisation, sous prétexte que nous avons, par exemple, toujours vécu ça, etc. Donc, le patron est toujours celui qui incarne l'entreprise. Le troisième type d'autorité, c'est l'autorité charismatique. Hein, il vient du mot grec charisma. Donc cette autorité est basée sur des dons surnaturels d'un individu. Exemple, Ford ou Watson d'IBM ou Gilbert Trigano du Club Méditerranée. Donc sont des chefs charismatiques. Donc c'est une autorité non transmissible, comme l'autorité rationnelle, plutôt traditionnelle. Elle n'est pas transmissible, car elle est liée à la personnalité du chef. Et après la disparition du chef, ce type d'autorité tend à muer vers soit une forme traditionnelle, soit vers une forme rationnelle. Donc, il émigre, hein, il se transforme, soit
en société, en autorité traditionnelle, soit en autorité rationnelle. Donc, il est basé sur des dons, sur un talent, sur un pouvoir extraordinaire, sur un talent inné, qui est limité à la personne, qui disparaît avec, donc l'autorité disparaît avec la disparition de la personne. Et là, Weber distingue entre la notion de pouvoir et la notion d'autorité. Pour lui, le pouvoir, c'est l'aptitude à forcer l'obéissance. Et l'autorité, c'est l'aptitude à faire observer volontairement les ordres car ils sont considérés comme légitimes par les subordonnés. C'est pour cela qu'il ne parle pas de pouvoir. Lui, il parle d'autorité au sein de l'organisation. Cette pensée classique n'a pas pris fin avec ses auteurs, mais elle a continué avec d'autres auteurs qui ont prolongé cette idée, développé cette idée, et ils sont regroupés dans ce qu'on appelle l'école néoclassique, pas en économie, en management. Donc il prolonge la pensée classique et il considère que les règles d'action sont basées sur des constats tirés de l'expérience. Donc c'est une école classique améliorée. Hein. Parmi les chefs de file de cette école, c'est Alfred Pritchard Sloan, ingénieur. Et c'est lui l'inventeur de la firme décentralisée et multidivisionnelle. Hein, c'est la structure, c'est lui qui a inventé la structure multidivisionnelle. Et c'est lui qui est un ferme partisan du management impersonnel. Qui dit management impersonnel dit autorité. Quel type d'autorité? L'autorité rationnelle, légale. Et c'est lui qui est défenseur de ce qu'il appelle, lui, initiateur de ce qu'il appelle la contradiction créative. Que signifie cette conception créative? Ça veut dire pour lui les équilibres durables et les succès consécutifs. Il pousse le manager vers l'aveuglisme. Ils deviennent aveugles parce qu'ils réussissent, ils réalisent des résultats, des bons résultats, année après année, à tel point qu'ils ne se posent plus de questions, puisqu'ils réalisent, puisqu'ils gagnent toujours. Donc, ils deviennent aveugles. Pourquoi? Parce que tous les ans, ils dégagent des résultats positifs. Mais attention, hein, chaque année, on peut gagner, par exemple, réaliser un résultat positif de 20%, l'année prochaine, un résultat positif de 15%, la troisième année, un résultat positif de 10%. On continue à réaliser, mais il diminue. Donc, nous allons, l'entreprise va vers des problèmes. Parce que les résultats diminuent. Quoi qu'il est positif, il diminue. Alors, pour lui, ces succès amènent les dirigeants à devenir aveugles. Ils deviennent incapables de voir les modifications de l'environnement, ce qui les conduit vers l'échec. Donc, il préconise alors un système qui encourage la remise en cause.
le débat permanent afin de provoquer le renouveau. Il faut toujours se remettre en question. L'autre membre de cette école, c'est le Peter Drucker. Donc pour lui, la rationalité de l'organisation se base sur 5 piliers. Le premier, c'est la fixation d'objectifs. Le manager doit fixer des objectifs dans chaque secteur et les communiquer aux exécutants. Le deuxième, c'est l'organisation du travail. Il faut qu'il analyse les activités, il divise le travail en activités, en tâches, regroupe ces activités dans une structure d'organisation et sélectionne les personnes chargées de la gestion de ces structures de l'entreprise. Le troisième pilier pour atteindre la rationalité selon Peter Drucker, c'est la motivation. En effet, il faut travailler en équipe, prendre des décisions démocratiques, c'est-à-dire surtout ce qu'on appelle l'équité salariale, donner des salaires équitables selon l'effort. Communiquer également avec les collègues pour se rapprocher d'eux, il faut être proche, un management de proximité. Il faut se rapprocher des supérieurs, il faut se rapprocher des subordonnés, donc c'est le travail d'équipe pour les motiver. Quatrième pilier, c'est analyser, interpréter, évaluer le rendement. Il faut toujours évaluer le travail et établir des normes, justement, des référentiels, des standards pour réaliser cette évaluation. Et il faut le communiquer. Lorsqu'il y a un résultat, il faut le communiquer, qu'il soit positif ou négatif, pour que le personnel, les collaborateurs en prennent conscience. Et, bien sûr, il faut former les membres de son organisation. Donc, il faut former les collaborateurs. Et également se former sans oublier de se former soi-même. Le manager doit également être formé. Voilà, si vous voulez, les deux principales écoles, classiques et néoclassiques. Une autre école qui vient constitue, si vous voulez, elle est dans le même chemin, mais à l'inverse. Si l'école classique soumet, conditionne la rationalité par les avantages matériels, l'école des relations humaines, elle stipule que la motivation de l'individu, la rationalité de l'organisation, ne peut être atteinte que par la motivation non matérielle. Car l'individu est un être humain et non une pièce, un rouage d'une machine. Il a des intérêts, il a des opinions, il doit donner ses opinions, il doit être écouté, on doit prendre compte de ses idées. Donc, c'est pour cela qu'elle critique l'école classique et la considère comme école simpliste. Il ne voit que le côté matériel. Il oublie le côté sentimental, affectif de l'individu. Et parmi le fondateur de cette école,
c'est Elton Mayo, ingénieur également, et qui est le fondateur de la sociologie en milieu industriel au sein de l'entreprise. Et c'est lui qui a inventé, identifié les fondements non économiques de la satisfaction au travail. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas que des motivations pécuniaires qui ont été celles qui ont été indiquées par Taylor. Mais il y en a d'autres. Donc la satisfaction au travail peut provenir de la satisfaction des besoins de relations, des besoins de relations, des besoins de coopération, des besoins d'appartenance à un groupe, le besoin d'être utile. Donc, c'est mieux pour lui que les récompenses pécuniaires de Taylor. Et Mayo considère également qu'une meilleure communication entre la direction et l'employé peut améliorer la productivité. Donc les fondements non économiques. Ensuite, et c'est un apport très important de Mayo, il considère que dans chaque structure, dans chaque entreprise, dans chaque organisation, il y a des organisations formelles qu'on voit à travers la culture. Regardez la culture qu'on a vue dans les modes d'analyse de l'entreprise. Et plusieurs autres organisations non formelles qu'on ne voit pas, qui ne sont pas formalisées. Ces organisations non formelles sont illustrées par ce schéma. Vous voyez, c'est un iceberg, c'est-à-dire une montagne de neige qui se trouve dans les mers, surtout les mers du nord, du nord du globe terrestre. Donc il y a ce qu'on appelle les icebergs. Hein. Et vous voyez dans les icebergs, regardez ici, dans les icebergs, regardez, il y a une partie qui est au-dessus de l'eau, regardez, il est là, et une très grande partie qui est au-dessus de l'eau. Ce qui est en dessous de l'eau est plus important que celui qui est sous l'eau. C'est comme ça exactement l'organisation. Il y a une petite partie qu'on voit, ce sont les objectifs, ce sont les règles, ce sont les normes écrites, c'est la structure, c'est l'organigramme, hein, c'est la technologie, c'est l'ensemble des techniques qu'on voit, les machines, la manière de travailler, ce sont les chaînes hiérarchiques, on voit le patron, le directeur adjoint, le chef commercial, les lignes hiérarchiques, les niveaux hiérarchiques. Mais regardez, c'est peu ce qu'on voit. Ce qui est très important, qu'on ne voit pas, et c'est ça, les attitudes, les perceptions, c'est-à-dire la manière de voir comment les gens voient leur organisation. Ça se voit. Les normes collectives, hein, les liens entre les gens. Il y a des ordres, il y a des gens, il y a des liens, des normes sociales, hein, des ordres qui se sont donnés en dehors de ces ordres, qui peuvent être contradictoires avec les ordres qui sont donnés d'une façon formelle et officielle. Il y a des interactions entre les gens, et les gens qui ont des liens entre eux. Il y a des conflits qui ne se voient pas. Il y a soit des conflits entre les personnes, soit des conflits entre les groupes. Tout ceci, on ne le voit pas. Et n'est pas dans un organigramme. Et c'est lui qui est le plus important. Ce sont des aspects cachés qu'on ne voit pas. Et pour Elton Mayo, dans chaque structure, donc, il y a des organisations formelles
regardez là, et d'autres non formels. Et ces dernières organisations peuvent améliorer la productivité de l'entreprise si on les laisse fixer leurs objectifs. Ou si le manager les connaît et essaie de mettre ou d'appliquer ou de fixer des objectifs conformes à leurs objectifs. Donc, fixer des objectifs conformes aux objectifs des organisations non formelles, ils établissent leurs règles et surtout si on leur accorde de l'intérêt. Donc le manager doit accorder de l'intérêt aux organisations non formelles. L'autre, si vous voulez, auteur, membre de cette école de relations humaines, c'est Abraham Maslow, qui a établi une pyramide de besoins. Donc il s'est attaqué, lui, aux besoins de la personne. Pour motiver l'individu, il faut aller vers ses besoins, pour satisfaire ses besoins. Et en tant que psychologue, il a analysé les besoins des individus. Et il a commencé par, à la base, il a identifié ce qu'il appelle lui, les besoins physiologiques fondamentaux. Donc pour lui, l'homme, au départ, la première chose qu'il doit satisfaire, ce sont ses besoins de nourriture, ses besoins de chaleur. Il veut avoir des habits, hein, pour se revêtir contre le froid et manger, s'ils sont les premiers physiologiques, fondamentaux. Quand il satisfait ses besoins, il prétend, il veut satisfaire des besoins plus supérieurs qui sont des besoins de sécurité, de tranquillité. Donc, quand l'homme satisfait, mange, se couvre du froid, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut la sécurité. Il faut qu'il veut qu'il soit en sécurité et tranquille. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une maison, il cherche une retraite, il cherche une assurance, il cherche un emploi. Et quand il trouve ça, il cherche des besoins encore plus supérieurs, qui sont les besoins d'appartenance. Il veut être aimé par les autres et aimer les autres. Donc, il veut qu'il reste, parce que l'homme est un être social. Donc, il veut appartenir à un groupe. Quand il satisfait ce besoin, il cherche un besoin encore plus supérieur qui est le besoin d'estime de soi et d'estime démontrée par les autres à son égard. Il veut être estimé. Ce monsieur, vous par exemple, vous êtes maintenant étudiant, vous voulez devenir docteur, expert comptable, donc vous voulez être estimé. Hein. Monsieur tel est un ingénieur, monsieur tel est un docteur, monsieur tel est un juriste, monsieur tel est un économiste. Donc vous voulez être estimé. On cherche ce besoin d'estime illégitime, naturel. Quand on satisfait ce besoin d'estime, on cherche encore un besoin qui est encore, c'est le dernier, c'est le sommet, c'est le besoin d'accomplissement, c'est le besoin de croissance, c'est le besoin de croissance de la personnalité, c'est le sentiment d'accomplissement personnel, c'est-à-dire que c'est le, sentiment d'être quelqu'un de savant, de celui qui a une personnalité éternelle, si vous voulez. Donc, qui cherche
euh, les choses les meilleures. Alors, ici, regardez Maslow. Ces quatre besoins pour lui, psychologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime, il les considère que ce sont des besoins en creux, c'est-à-dire des besoins qui taraudent l'individu, qui le tourmentent, qui le traumatisent s'ils ne sont pas satisfaits. Quand vous avez faim, vous faites tout pour manger. Quand vous n'avez pas de maison, quand on n'a pas de maison, vous cherchez à avoir une maison. D'appartenir à un groupe, on ne peut pas rester seul. On veut être estimé. Mais quand on est satisfait, on ne sent rien. Et s'estompe. Il n'y a pas de... il ne donne pas une satisfaction particulière. Donc, il sait simplement de préoccuper. Mais le dernier qui est le plus important, celui-là, c'est d'accomplissement, il devient d'autant plus impérieux, irrésistible, pressant, qu'il est comblé, et à mesure que l'individu se développe pour réaliser son potentiel. Chaque fois qu'on le réalise, on demande plus, on demande encore plus, on veut demander encore plus, etc. Donc c'est l'accomplissement personnel. Un autre auteur qui a développé, si vous voulez, cette théorie des besoins, c'est Douglas MacGregor. Donc lui aussi, il fait partie de cette école des relations humaines et il veut démontrer les fondements non économiques, c'est-à-dire pas uniquement le matériel, mais également donner l'importance, la motivation non matérielle. Et pour démontrer justement cette théorie de l'intérêt immatériel, il a développé ce qu'on appelle deux théories. Une théorie X qui suppose que l'individu est paresseux. Lui, bon, il dit supposons que l'individu est paresseux et immature. Il ne peut pas prendre des décisions, il n'aime pas la responsabilité. Il faut satisfaire ses besoins d'accomplissement parce que quand il est paresseux, si on continue à lui donner les quatre premières catégories de besoins qu'on a vues tout à l'heure, il continue d'être paresseux parce que ce sont des besoins en creux, ce sont des besoins qui s'estompent une fois satisfaits. Donc, c'est une erreur de continuer à donner des salaires aux gens, alors ils ne veulent pas la responsabilité. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire pour les satisfaire? C'est satisfaire leur cinquième besoin, catégorie de besoin, qui est le besoin d'accomplissement. Sinon, les potentialités des employés ne seraient pas totalement utilisées, ils continuent à travailler de façon nonchalante. Et même en ayant recours à la sanction, même si on sanctionne, ils ne veulent pas, ils ne sont pas responsables. Ils ne veulent pas la responsabilité. Donc ce n'est pas la peine de continuer à leur donner les moyens matériels ou la sanction. La deuxième théorie, c'est la théorie Y, et c'est le contraire. Il postule que l'homme est mature. Regardez ici l'homme est immature, ici l'homme est mature. Ici l'homme est paresseux, ici l'homme est travailleur. Donc c'est le contraire. Et nous supposons que l'homme veut travailler. Il aime la responsabilité. Mais ne travaille pas. Que
s'il se voit confier des responsabilités. Donc ici, le manager doit lui donner l'occasion de s'épanouir, adopter un style de management participatif. Il doit lui confier des responsabilités. Et cette théorie stipule que si, malgré le fait qu'on donne de la responsabilité à des gens qui veulent, matures, qui veulent prendre la responsabilité, et malgré ça, ils ne réalisent pas, ils ne sont pas motivés, ou tout refus d'assumer des responsabilités par les employés, ceci s'explique par l'incompétence des chefs. C'est le chef qui est incompétent, et non pas le diriger. Donc c'est le chef qui n'a pas su bien sûr, motiver, animer, activer ses collaborateurs. Quant à Frédéric Herzberg, toujours dans le cadre des relations humaines, il s'est attaqué, lui, à l'enrichissement des tâches. C'est-à-dire que pour lui, pour animer, pour motiver l'individu, il faut enrichir le travail, rendre le travail plus intéressant. Ce n'est pas comme Taylor, faire un travail de routine, diviser le travail en tâches simples de routine qui se répètent standard. Non. Pour lui, pour animer, pour motiver, il faut que le travail soit enrichissant. C'est-à-dire que là où l'ouvrier, l'individu peut s'épanouir, demander, donner son avis, etc. Donc, enrichir le travail. Donc, car l'enrichissement du travail, il provoque la motivation. Donc, pour Herzberg, il montre que l'enrichissement du contenu des tâches des individus leur procure la réussite, la reconnaissance, la responsabilité, la promotion, la satisfaction, bref, il leur provoque la motivation. Donc voilà les deux principales écoles, l'école des relations des classiques et néoclassiques et l'école des relations humaines qui cherchent la motivation, la rationalité, l'une par les motivations matérielles, l'autre par les motivations non matérielles. L'autre approche, ou l'autre école, qui est venue enrichir, si vous voulez, le management, la doctrine managériale, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Et l'approche systémique, nous avons vu qu'elle considère que l'entreprise est un système composé d'éléments en interaction et ouvert sur son environnement. Rappelez-vous, nous avons vu dans le mode d'analyse systémique de l'entreprise en introduction que l'entreprise est constituée comme un système. Le système est ouvert, finalisé, régulé, dynamique. Donc, que l'entreprise est regroupée par des sous-systèmes, par flux, par type d'activité. Donc, selon cette approche, l'entreprise est ouverte sur son environnement. Alors, différence très importante avec les autres écoles, notamment l'école classique et l'école des relations humaines qui considère l'entreprise comme étant un système fermé, un microcosme fermé. L'approche systémique préconise le contraire. Il dit que l'entreprise est un système ouvert sur son environnement. Donc, selon cette approche, puisque l'entreprise, l'organisation,
est ouverte sur son environnement, ceci va provoquer des dysfonctionnements, hein, des inégalités entre l'entreprise et son environnement. Et ces dysfonctionnements sont provoqués par les interdépendances, par quoi les forces, hein, les fournisseurs, les forces de l'État, avec l'environnement, qui peuvent créer des dysfonctionnements, des inégalités. Et ce dysfonctionnement, il faut le résoudre. Donc, comment le résoudre? Il faut maintenir un équilibre. L'organisation doit maintenir cet équilibre entre son système, l'entreprise, et son environnement. Et ce maintien se fait par ce qu'on appelle un processus de feedback. En effet, l'entreprise maintient des échanges avec son environnement par des entrées, notamment des achats de matières premières et des achats d'équipements. Donc, elle est en relation avec son environnement, n'est-ce pas? Elle transforme les produits, les matières premières en produits finis, donc le système, pour donner des produits finis, des outputs, n'est-ce pas? Le problème, c'est que il se peut que les produits le produit fini qu'elle a mis sur le marché ne convient pas aux clients, ou qu'il y a des concurrents. Donc voilà, ça va créer quoi? Un dysfonctionnement. Pour maintenir cet équilibre entre l'entreprise et son environnement, il faut que l'entreprise se remette en question par le biais de son feedback, son processus de rétroaction. Comment? Il doit, quand le produit sort, on va faire des enquêtes sur le marché. Le produit est-il demandé? Est-il de bonne qualité? Il a un bon prix? S'il y a un dysfonctionnement, on revient pour revoir l'achat de matières premières. Peut-être que la matière première a été de mauvaise qualité. Peut-être que son prix, son coût d'achat est élevé. Ou on revient également au processus de transformation. Peut-être qu'il y a beaucoup de coûts ici, le coût de revient, ce qui provoque un prix de revient élevé. Donc il faut revoir. Et pour ensuite faire sortir un prix qui est conforme à cette nouvelle transformation. Et on va également voir, est-ce qu'il est demandé ou non. S'il n'est pas encore qu'il y a encore un gap, hein, un déséquilibre, un écart, il faut revenir encore, revoir. Et c'est comme ça que l'entreprise peut maintenir cet équilibre entre elle et son environnement grâce à ce système de feedback. Voilà l'approche systémique. Rappelez-vous, elle considère que l'entreprise est un système ouvert qui est dépendant de son environnement et sur laquelle l'environnement exerce une force. L'autre système, ou l'autre approche, qui est également dérivée, qui vient de l'approche systémique, on l'appelle l'approche socio-technique. C'est une approche qui découle, comme l'approche néoclassique de l'école scientifique, l'approche sociotechnique, il vient de l'approche, un prolongement de l'approche systémique. Regardez le terme, il est composé social, technique. Regardez, il fait un équilibre entre quoi? Entre le social, c'est-à-dire la motivation ou la rationalité par la motivation, c'est quelle école? C'est l'école des relations humaines, n'est-ce pas? Et technique, c'est-à-dire elle met l'accent sur le côté rentabilité, rationalité, calcul, c'est quelle école? L'école scientifique, n'est-ce pas? Donc, elle met en équilibre les deux, elle joint les deux. Et pour cette école,
l'efficacité de l'entreprise, elle dépend de l'optimisation, si vous voulez, égale, conjointe des deux, des dimensions techniques et des dimensions sociales. Pour cette école-là, l'interaction des dimensions sociales et techniques s'établit en fonction de l'environnement et il a fortement influencé le management des entreprises. En effet, pour elle, pour cette théorie développée par Emery et Trist, l'entreprise est composée d'un système technique et d'un système social. C'est pour cela qu'on l'appelle l'approche socio-technique. Le système technique, il privilégie la rentabilité, c'est-à-dire par le coût, le temps, le chronométrage, la production en quantité, pour optimiser la gestion, hein, pour avoir un résultat positif, une situation nette positive. Et le système social, lui, il privilégie les conditions de motivation non matérielle, l'intérêt à la personne. Donc, il faut que les deux soient mis en valeur pour atteindre la rationalité de l'organisation. Toujours dans le cadre de cette approche systémique, une autre approche, une autre école, si vous voulez, elle considère que l'organisation comme un système complexe avec des motivations multiples. C'est-à-dire que dans l'organisation, pour atteindre sa rationalité, il y a des individus qui ont des motivations multiples. Hein. Donc, la rationalité n'existe pas et elle n'est pas parfaite. On ne peut pas trouver une rationalité parfaite. Par exemple, si on donne à l'individu l'argent, il sera motivé. Ou si on donne de l'intérêt à la personne, il sera motivé et l'organisation atteindra son rationalité. Non, il n'existe pas il n'existe pas de rationalité. Il n'y a qu'un seul et un seul chemin, le one best way. Soit la motivation matérielle, soit la motivation non matérielle. Même si vous faites les deux, même si vous faites l'organisation ne peut jamais atteindre sa rationalité. Il n'existe pas de rationalité parfaite dans l'absolu. Elle est plutôt limitée au procédural, j'y arrive. C'est Herbert Simon qui a inventé, si vous voulez, cette limitation ou cette rationalité limitée. En effet, pour Simon, à chaque étape de la décision, la rationalité du dirigeant est limitée. Elle est limitée par des contraintes. Parce qu'il doit négocier. Il n'est pas libre. Bon, prenons un exemple. Lorsque le manager va fixer un objectif, il ne peut pas le fixer librement. Il n'est pas tout seul. Il a des syndicats à l'intérieur qu'il va négocier avec eux. Sinon, il refuse. Il n'accepte pas. Il y a, rappelez-vous, des organisations non formelles qu'il faut aller consulter. Il y a des fournisseurs qui ne peuvent pas fournir la matière première conforme à ses objectifs. Vous voyez? Donc, il y a des actionnaires qui ne peuvent pas participer pour augmenter, par exemple, la capacité de production. Il y a des banques qui ne
qu'ils peuvent refuser. Donc il n'est pas libre pour fixer ses objectifs. Donc, il doit négocier. Et le manager doit fixer un objectif, pas optimal qu'il veut, mais là où une solution est acceptée par les partenaires. Il s'arrête à la première solution acceptable par tous sans aller jusqu'à la décision optimale parce qu'il ne va pas la trouver de toute façon. C'est ce qu'on appelle une rationalité procédurale, une rationalité limitée. D'autres élèves de Simon, c'est Siert et Marsh qui ont développé ça, son idée. Et pour eux, c'est vrai, la rationalité n'est pas, n'est pas parfaite, mais elle est limitée seulement pour eux. On peut adapter les décisions en fonction des données. Donc, ils parleront de rationalité adaptative, qui signifie que si la première solution échoue, le décideur tente de s'adapter en cherchant des solutions voisines. Hein? S'il fixe un objectif et il est refusé par exemple, les syndicats des travailleurs ou refusé par les banques qui demandent un crédit, il va chercher à s'adapter en trouvant une solution qui s'approche. Parce qu'il ne peut pas de toute façon atteindre la rationalité parfaite à l'optimum. Donc, certaines marches considèrent que l'entreprise est une organisation sociale composée de groupes antagonistes, en conflit, en contradiction, car chaque individu poursuit des intérêts différents. Ces groupes forment alors des coalitions d'acteurs. Parce que le syndicat, par exemple, c'est une coalition. Les banques, c'est une coalition qui peuvent rentrer en contradiction, en conflit avec le manager quand il veut prendre une décision, une fixation d'objectifs, par exemple, ou une décision quelconque. Il peut être à l'encontre des autres. Et les autres le refusent et il ne peut pas réussir. Donc, ces coalitions, ce regroupement, influence fortement le processus de décision du manager. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'adapter. Donc, pour concilier l'intérêt de tout le monde, des dirigeants et conflictuels, pour concilier ces gens, l'entreprise est obligée de poursuivre un objectif ou des objectifs non pas optimaux, mais compatibles avec les objectifs de coalition. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans l'approche des relations humaines, que le manager doit adapter ses décisions à celles des organisations non formelles, et même formelles. Par conséquent, l'objectif général est déterminé en fonction des objectifs partiels des coalitions et non pas en fonction de ses objectifs propres. Donc, maximiser le profit n'est pas l'objectif unique de l'entreprise, mais le manager doit chercher à entretenir des rapports, des discussions, à faire des compromis avec les coalitions situées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Une autre école, justement, qui est venue enrichir la doctrine managériale, toujours dans le cadre de la rationalité, on reprend toujours le fil d'Ariane que nous avons entamé depuis le début, c'est la rationalité. Tout le monde cherche la rationalité. Comment? Chacun la voit de son côté propre.
Et l'école de la contingence considère que il n'existe pas une seule organisation, mais il existe plusieurs organisations qui doivent s'adapter à l'organisation, à l'environnement. Donc la théorie de la contingence ou de l'analyse contingente des organisations s'oppose à la théorie classique de la bonne organisation ou le one best way. Elle affirme l'organisation contingente, l'école contingente. Elle affirme qu'il y a plusieurs organisations et pas une seule, qui pour optimiser, pour qu'elles soient performantes, doivent s'adapter à leur environnement. Donc il n'y a pas qu'une seule organisation, il n'y a pas qu'un seul, un seul chemin, le one best way, il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre la rationalité, mais il y en a plusieurs. Donc, il faut justement adapter l'organisation ou les décisions à l'environnement de l'entreprise. Donc, elle prend l'ouverture. Parmi les écoles ou parmi les auteurs, les membres de cette école, il y a Laurent Semarch et Lorsch qui considèrent que l'environnement, il détermine la bonne structure. C'est-à-dire, la structure, où le manager élabore une structure, instaure une structure en fonction de l'environnement qu'il a, dans lequel l'entreprise se trouve. Pour Woodward, Joan Woodward, la technologie, elle influence la structure. C'est-à-dire qu'on établit une structure en fonction de la technologie du moment. À chaque technologie, il y a une structure. Alfred Chandler, lui, il conditionne la structure par la stratégie. La structure est établie en fonction de la stratégie. C'est la stratégie qui conditionne la structure. Regardez ici, il n'y a pas qu'une seule organisation, il y en a plusieurs. Les structures diffèrent, qui en fonction de l'environnement, qui en fonction de la technologie, qui en fonction de la stratégie. Et Henri Mintzberg, lui, il considère ou qu'il prend que la structure, elle est déterminée et par l'âge de la structure, et par la taille, c'est-à-dire une petite entreprise, au début, on lui applique une structure, surtout, nous l'avons dit, hein, au démarrage d'une entreprise. Donc, la structure peut être une structure hiérarchique, pas de problème. Mais il faut qu'elle se développe, on change de structure, on délègue, etc. La technique également, l'environnement, on l'a vu avec Laurence et Lorsch. L'âge, une entreprise nouvelle, nouvellement créée. Donc, le manager est seul, il doit prendre tout. Donc, pas de délégation, hein, pas de structure divisionnelle, hiérarchico-fonctionnelle. Non, c'est une structure directive. La taille également. Et en plus de ces théories que nous avons vues, il y en a d'autres, hein, d'autres auteurs qui ont marqué l'entreprise.
leur opinion, développer également la rationalité de l'entreprise. Ce sont des auteurs divers, dont on peut citer deux. C'est Daniel d'abord. Il a inventé ce qu'on appelle le paradigme Oli. C'est cet auteur, si vous voulez, il a essayé de montrer quelles sont les causes qui permettent à l'entreprise de changer sa structure pour s'adapter. Quels sont les mobiles? Pourquoi? Et il a, si vous voulez, un paradigme, un modèle qu'il appelle lui le modèle OLI. C'est surtout, et c'est intéressé lui à l'entreprise internationalisée, c'est-à-dire l'entreprise qui cherche à, à, à s'ouvrir à l'international, à devenir international, ou multinational, ou transnational, c'est-à-dire une entreprise internationalisée. Donc le premier, le O, qui signifie ownership advantages, ownership advantages, ou l'avantage propre. C'est-à-dire que l'entreprise ici, elle dispose, quand l'entreprise dispose d'un avantage propre, spécifique, qui la différencie des autres entreprises, cet avantage propre la pousse, la motive pour s'internationaliser. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il dispose d'un savoir-faire, d'un know-how, d'un avantage propre, hein, un savoir-faire qu'il a acquis et qu'il a différencié des autres entreprises. Donc, il veut exploiter cet avantage propre à l'extérieur, lorsque le marché local devient saturé, et de pousse vers l'international pour avoir d'autres marchés. Exemple, le savoir-faire particulier, etc. Deuxième paradigme, c'est toujours le paradigme de Daniel, c'est L. C'est localization advantages. Ou lorsque le pays d'accueil présente des atouts, lorsque l'entreprise considère ou voit que quand elle s'internationalise dans un autre pays, parce qu'il y a des avantages dans ce pays d'accueil vers lequel il va s'internationaliser, va s'implanter, dans lequel il va s'implanter. Par exemple, lorsque le pays d'accueil il a une main-d'œuvre qualifiée. C'est pour cela que vous trouvez des zones franches, des entreprises qui viennent se délocaliser au Maroc. Parce qu'ils considèrent, bon, pourquoi ils viennent? Parce qu'ils disent, voilà, il y a une main-d'œuvre formée et bon marché, moins cher. Lorsqu'il y a une infrastructure, lorsqu'il y a des autoroutes, des ports, par exemple au Maroc, l'entreprise Renault qui s'installe qui s'est installée au nord, c'est parce qu'il y a un port international, le Tanger, mais il y a de l'autoroute, il y a le chemin de fer, et donc il y a des avantages, hein, qui poussent l'entreprise, des infrastructures qui poussent l'entreprise à s'internationaliser. Ou par exemple, il y a une législation fiscale, moins d'impôts, une législation sociale, hein, un droit social, un droit de travail qui n'est pas très rigoureux comme en Europe, hein, qui encourage. Le troisième, c'est I. C'est Internationalization Advantages. C'est-à-dire qu'il signifie que l'entreprise, elle cherche à contrôler tous les stades de son activité.
une entreprise commence par exemple à travailler au Maroc, puis il voit qu'il y a des opportunités à l'étranger, il va commencer par créer par exemple un représentant dans ce pays-là, qui travaille, qui fait partie de ce pays et qui connaît les circuits de distribution, qui connaît le marché. Donc pour ne pas s'engager au début, pour être souple. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Il lui envoie, il lui exporte ses produits et c'est lui qui se charge de les commercialiser moyennant bien sûr une commission, une marge. Parce que celui-là, il connaît son pays. Mais avec, l'expérience, il dit, bon, au lieu de donner à cet intermédiaire de vendre, c'est moi qui va vendre avec mes propres moyens. C'est ce qu'on appelle une intégration. Il va intégrer ce stade de distribution. Donc il va s'internationaliser. C'est d'où l'internationalisation, l'avantage d'internationalisation. Voilà, si vous voulez, le paradigme de Danik Oli. Il y a un autre, ou deux autres auteurs qui ont également se sont intéressés à l'entreprise. Mais d'un autre côté, c'est le mode de direction. Et c'est Lippitt et White qui ont analysé les modes de direction. Et ils ont avancé trois modes. Le mode autocratique, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique décide seul, sans partage. Rappelez-vous, c'est quel mode de style de direction ou le style de pouvoir que nous avons vu en chapitre 5? C'est le style centralisation. Ou le mode participatif, dans lequel les subordonnés interviennent dans la prise de décision. Les collaborateurs également, ils interviennent, ils ont leurs décisions, ils prennent des décisions. C'est quel type de mode de pouvoir, d'analyse? C'est le mode de décentralisation. Et il y a le mode anarchique dans lequel les subordonnés prennent eux-mêmes les décisions. Donc, il n'y a pas d'intervention du manager. Donc, en conclusion, de ces différents types d'écoles de pensée propres à l'économie d'entreprise, on peut dire qu'il y a deux groupes d'auteurs. Il y a les auteurs classiques, néoclassiques et des relations humaines, selon lesquels l'entreprise est un système fermé. Seuls les rapports de l'entreprise avec son environnement sont pris en compte. L'environnement est considéré comme exogène. Et le groupe d'auteurs des écoles socio-techniques, behavioristes, contingentes, qui considèrent que l'entreprise est un système ouvert. Donc nous allons à présent étudier quelques théories générales qui sont inventées, si vous voulez, par des concepts modernes. Ces concepts sont créés surtout par des bureaux d'études comme le BCG, le Boston Consulting Group. C'est surtout des concepts utilisés maintenant comme par exemple le re-engineering ou la réingénierie des processus inventés par et développés par Hammer et Ciampi et qui postulent que pour que l'entreprise atteigne cette rationalité, hein, il faut qu'il parfois, quand il est nécessaire de le faire, de repenser radicalement et fondamentalement l'organisation de ces processus, c'est-à-dire son cheminement, cet ensemble d'actions qui permet de transformer des inputs en outputs.
Donc, de remettre en question, de réinventer ces processus pour améliorer la performance en matière de coût, en matière de qualité, en matière de service, en matière de rapidité. Autrement dit, il s'agit de reconfigurer les processus clés, c'est-à-dire ceux qui apportent une compétence distinctive et externaliser les autres qui ne sont pas importants. Donc, prendre en considération, prendre en interne, s'occuper directement de quel processus clé, et les autres, il faut les externaliser, c'est-à-dire les donner à d'autres, hein, à d'autres organisations pour les exécuter. L'autre concept, c'est le concept de downsizing. Donc, il prône que pour atteindre l'efficacité et la performance de l'entreprise, il faut procéder à une diminution massive du personnel, licencier le personnel non intéressant. Et ceci signifie aussi la diminution de chaque entité au sein de l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut réduire les fonctions, les services, réduire le personnel également, hein, pour diminuer les charges. L'autre concept, c'est le concept de delirium, qui considère qu'il s'agit ici de réduire les niveaux hiérarchiques entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. C'est-à-dire, au lieu de créer plusieurs niveaux hiérarchiques qui retardent la prise de décision et l'exécution et la rapidité d'exécution des instructions, donc il retarde l'efficacité de l'entreprise, il faut réduire ces niveaux. Donc, autrement dit, adapter une structure plate et transversale. Par exemple, la structure polycellulaire, ou la structure ronde, ou la structure en réseau. L'autre concept est le concept d'empowerment, qui prône que pour que l'entreprise atteigne l'efficacité, soit efficace, il faut travailler en équipe restreinte. Hein? L'entreprise doit être divisée en équipes, comme la pyramide ronde, par exemple. Donc, centré sur un objectif ou centré sur un processus. Donc, travailler en équipe, où il n'y a pas de chef. Hein? Il n'y a qu'un animateur. Et les autres, tout le monde participe à la prise de décision. Et que aujourd'hui, X est un animateur, demain, Y sera l'animateur. Donc, il y a un passage tournant, hein, au niveau de l'animateur qui change. Donc, le partage de pouvoir également par la responsabilisation du personnel. Donc, l'empowerment, il prône justement de donner de l'importance, responsabiliser le personnel et créer des équipes. Et ce partage se traduit par la suppression des niveaux hiérarchiques, par le redéploiement des cadres, par la formation du personnel. Donc, responsabiliser le personnel. Voilà